Bonsoir à tous, bonsoir à Bonsoir tout le tous. monde. Bienvenue sur Capcode TV pour un nouvel événement en direct de nos bureaux chez Capcode. Je suis Jean-Noël, votre hôte. Je suis accompagné d'Hugo Exactement, comme toutes les 2 semaines. toutes les 2 semaines pour parler des services AWS. On vous fait nos petits retours d'expérience. Ça fait un petit moment maintenant qu'on utilise cette plateforme pour nos besoins internes et elle marche plutôt bien. On est assez content et du coup, on est motivé pour vous en faire un petit peu, pas la promotion, mais pour vous partager un petit peu les choses qu'on aime bien. Et le sujet du jour, Hugo, est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Eh bien, le sujet du jour, Jean-Noël, ce sont les EC2 dans AWS. Et les EC2, c'est plus ou moins des machines virtuelles. C'est de la machine virtuelle, effectivement. De la machine virtuelle dans le cloud, du coup, qui va permettre d'héberger tout type de serveurs, des machines Linux, des machines Windows, sur lesquelles on a complètement la main, avec lesquels on peut faire ce qu'on veut, on peut installer n'importe quel outil dessus. Alors il y a quelques petites choses qui sont interdites hein, dans les conditions. On me dit juste que tu grésilles. Ah, je grésille, alors je vais faire moins fort. Voilà, j'espère que cela va mieux. Euh, j'ai été coupé dans mon élan. Je ne sais plus quel était le sujet. On parlait des VM. Qu'on s'en servait. Oui, il y a des choses qui sont interdites dans les conditions générales d'utilisation. Par exemple, tu ne peux pas miner du Bitcoin avec Oh, une VM. Je sais que tu es très déçu. Le problème, c'est la consommation de ressources, hein, ça leur coûterait très cher à eux aussi, du coup, c'est interdit. Mais mis à part ces quelques petites choses-là, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Et donc, pour tout ce qui est hébergement d'applications web, hébergement de traitements divers et variés, c'est très pratique parce qu'on a la main sur tout. Après, ça reste beaucoup de gestion parce qu'il faut maintenir le système d'exploitation, il faut passer les mises à jour, il faut passer les patchs. Il n'y a pas autant d'automatisation qu'avec les outils serverless que l'on a vus jusqu'à présent dans nos précédents streams. Alors, on va voir un petit peu comment ça fonctionne tout cela. On va commencer par voir quels sont les systèmes d'exploitation que l'on peut installer. Ensuite, on va voir les différentes catégories de machines, parce qu'on peut choisir la configuration, le réseau, le stockage, etc. Et puis, on verra aussi le pricing, parce que tout ça, c'est pas gratuit. Et autant le serverless qu'on a vu jusqu'à présent, on paye à l'usage, autant les machines virtuelles, quand elles fonctionnent 24 heures sur 24, on va payer 24 heures sur 24. Donc, si on prend le tableau de bord d'AWS, je suis déjà connecté ici à un compte. On a un menu qui est un petit peu fouillis. Au début, il y a pas mal de choses hein, sur la gauche parce qu'on retrouve toutes les configurations possibles. On va commencer de façon très simple par la création d'une instance. Et vous allez voir qu'une instance, en fait, c'est assez facile à installer parce que l'interface a été simplifiée il n'y a pas longtemps et donc ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus intuitif de créer une nouvelle machine. Donc on va créer une VM qui va s'appeler, imaginons qu'on veut héberger un serveur de jeu par exemple. On va héberger un serveur Counter-Strike. Sur ce serveur, donc, on donne un nom à la machine et ensuite il faut choisir un système d'exploitation. Alors déjà, dites-vous bien que c'est pas un système d'exploitation qu'on installe comme on installerait Windows où ça prend 45 minutes. Euh, C'est-à-dire que ce que l'on va mettre en place là, c'est une image préinstallée qui est prête à fonctionner. Donc il n'y a pas vraiment d'installation à proprement parler, c'est plus la copie d'une image vierge d'un système d'exploitation qui peut fonctionner immédiatement. ça arrive clé en main en fait. Pardon? C'est clé en main en fait. Voilà, c'est clé en main. Par contre, il n'y a rien d'installé dessus parce qu'après, c'est à chacun d'installer les services qu'il veut mettre en œuvre.
Après, il y a des machines qui viennent préconfigurées. C'est ce qu'on peut voir ici. Par exemple, il y a un Quick Start. On peut choisir différentes variantes de Linux, des variantes de Windows, de macOS, de Debian, etc. Mais ça, c'est un choix vraiment très simplifié. Si on regarde un petit peu dans le catalogue, il y a énormément de choses parce que pour chaque version d'OS, tu peux choisir le noyau Linux, tu peux choisir la version. Genre là, tu as 3 versions de macOS différentes. Tu as vraiment beaucoup de choix, tu as quasiment tous les Linux, en tout cas les plus connus. Et même pour Windows, tu as du version 2012, du 2019, du 2016, je crois. Il y a toutes les versions possibles. Et il y en a qui viennent avec des outils préinstallés. Par exemple, si on prend les Windows, là, il y en a qui sont préinstallés avec SQL Server 2007, par exemple, ou SQL Server 2019. Donc il y a quelques images qui viennent comme ça prêt en main avec des services prêts à fonctionner. Et on peut également acheter des VM avec des choses préinstallées dessus. Par exemple, si tu veux un WordPress prêt à fonctionner avec Apache, PHP, ton moteur WordPress, tout préinstallé, tu peux utiliser cette image ici, donc cette AMI, Amazon Image. Et donc quand tu sélectionnes ça, ça va t'installer une image qui est certifiée par Bitnami, l'éditeur de WordPress, pour que tu aies quelque chose qui rentre dans le cadre de leur support si jamais tu veux leur acheter une prestation de support qui va avec. Donc là-dedans, il y a des choses gratuites, il y a des choses payantes. Tu peux choisir en fait ce que tu veux. Il y a aussi ici des images communautaires où si tu as passé du temps à paramétrer un truc aux petits oignons et tu veux le partager avec des gens, tu vas pouvoir transformer ton image, enfin ta machine en image, et ensuite tu peux partager cette image avec le reste de la communauté. Et tout le monde peut la publier ou tu sais s'il y a un système de vérif ou des choses comme ça? Je suis pas certain qu'il y ait un système de vérif. Je sais pas trop te dire. À mon avis, non. Donc il faut quand même faire attention et Ah voilà oui, on faire. c'est écrit. Je sais pas lire. C'est écrit tout en haut. T'as un petit message qui te dit Ouais, voilà. attention, tout le monde peut publier. Faites attention, il faut connaître la société qui est publiée, parce qu'effectivement, tu pourrais avoir une image avec un malware Bah ouais. et t'installer des choses pas terribles dans ton infra. Alors, je vais vous donner un petit truc et astuce intéressant sur ces images. C'est que c'est pas écrit tout à fait clairement, mais certaines images sont facturées à l'heure, donc toute heure entamée est due, et certaines images sont facturées à la seconde. Donc quand tu as des images que tu démarres pour 2-3 heures pour tester un truc, et puis tu les arrêtes parce que tu n'en as plus besoin, etc., c'est sympa d'être facturé à l'heure, parce que à la minute, non, à la seconde même, parce que du coup, toute heure entamée est due. Mm. Donc si tu veux tester un truc pendant un quart d'heure, tu payes 1 heure. C'est un peu dommage. Et donc ces images-là qui sont facturées à la seconde, c'est les Amazon Linux, qui sont une variante de Red Hat, et les Ubuntu, les images Ubuntu et les variantes d'Ubuntu. Donc voilà comment choisir une image. Et donc voilà, de base, ici on a des grandes catégories, et puis ici on peut choisir l'image plus détaillée si on sait exactement ce que l'on veut. Donc il y en a qui viennent installer avec des outils pour du machine learning, il y en a qui viennent installer avec du .NET, du PowerShell, Mono pour faire du développement Windows sous Linux, etc. Bon, on va prendre... qu'est-ce qu'on peut prendre comme Linux? Oh, une gratuite déjà. On va prendre une gratuite, effectivement. On va prendre une Amazon Linux. Allez, Ouais, la première là, ça a l'air bien, non? on va prendre la première. Alors moi je connais pas toutes les variantes de noyau Linux, mais j'imagine que celui-là il est pas trop vieux. On peut choisir l'architecture, 64 bits, x86 ou ARM, parce que Amazon maintenant fait ses propres microprocesseurs. Ils Mm. font des variantes de processeurs ARM qui sont relativement puissants et qui permettent d'économiser en énergie, etc., de faire de l'informatique un petit peu plus green que d'habitude. Pour pas de différence de coût du coup. Le coût, en fait, c'est la configuration de la machine qui va D'accord. le faire et pas le type de CPU que tu veux. Ok. Après, ça varie un petit peu quand même. Par exemple, il y a des CPU Intel et des CPU AMD. Il va
peut-être y avoir quelques centimes Ouais, ouais. d'écart entre les deux, parce que le prix physiquement des deux processeurs n'est pas le même. Mais c'est pas ça qui Du coup, change t'as tout beaucoup là. intérêt à prendre l'ARM au final. Ben, tu as tout À moins que t'aies des intérêt. besoins très spécifiques de données sur x86. Voilà, le truc c'est qu'il faut que tes outils soient dispo sur ARM. Si tu Ah fais oui, du ok. développement .NET, comment tu fais tourner un programme que tu as développé en C# sur un CPU ARM? Alors je pense qu'il doit y avoir des outils pour le compiler, mais il faut avoir toutes tes librairies, etc., qui sont compatibles avec les CPU ARM. Là, pour le coup, on va rester sur du x86, et vient le choix ensuite le plus délicat, c'est le choix de la configuration matérielle. Parce que des types d'instances, il y en a plein, plein, plein. Parce qu'elles ont toutes finalement des usages et des catégories différentes. Alors pour s'y retrouver, je vous ai préparé un petit schéma pour comprendre un petit peu les catégories. Tu vois la nomenclature ici, T2.micro, Mhm. tu as du T3.micro, du T4 bientôt, du A1, du C1, médium, X large, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette nomenclature? Eh bien ça veut dire ça. T, c'est la famille. Donc c'est la catégorie, si tu veux, de machines virtuelles. Tu vas en avoir qui vont être optimisées pour avoir des CPU super puissants, d'autres qui vont être optimisées pour avoir beaucoup de mémoire, d'autres optimisées pour avoir beaucoup de stockage ou Ok, beaucoup de bandes passantes réseau. Ensuite, il y a la génération. 1, 2, 3, 4, c'est les versions en fait qui s'incrémentent. ok. Et il faut toujours, si possible, utiliser la génération la plus récente parce qu'elles sont moins chères que les générations anciennes. Parce qu'elles sont souvent plus performantes et moins gourmandes en énergie, j'imagine. Pas du tout. Ok, En fait, c'est parce qu'ils veulent inciter les clients à utiliser toujours les dernières générations de matériel pour pouvoir virer des data centers les vieux CPU hmm, et faire dégager le vieux matos qui risque de tomber en panne au bout de certaines années. Donc, ils t'incitent en fait à utiliser toujours la dernière ok. génération du matériel. Ensuite, il y a la petite lettre ici qui correspond à un attribut. Ça permet d'identifier des variantes. Par exemple, un CPU Intel, il n'y aura pas d'attribut. Donc une T3 normale, c'est une machine Intel. Mhm. Et A, c'est pour AMD, par exemple. Ok. Donc une T3A, ce sera du CPU AMD à la place du CPU Intel. Et puis ensuite vient la taille. La taille, donc ça commence à nano, ensuite à micro, médium, large, X large, etc. De X large, ça va jusqu'à 24 X large, je crois. Waouh. Même en vêtements, on fait pas ça. Et à chaque fois, tu multiplies par 2, à chaque fois tu doubles la capacité. Ok. Et on fera un petit truc rigolo tout à l'heure, on essaiera de regarder quelle est la plus grosse machine que tu peux avoir. Donc le 24x large, c'est 2 puissance 24 plus large que la 2x large, c'est ça? Non, parce que tu doubles à chaque fois, donc c'est 12 fois plus gros. Ok, d'accord. C'est pas. Ok, d'accord. C'est pas, tu fais pas x2, 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 x2 à chaque Non, fois. non, non. Ok. Donc ici, si on veut quelque chose de pas cher, tu vois, si tu prends du micro, tu vois que tu as un vCPU et 1 giga de mémoire. Et si on prend la T3A 2x large? Alors la T3A de X Large, je la montrerai très volontiers, mais c'est mon compte AWS personnel. Et Non, mais on peut donc, juste voir le si prix. on démarre des grosses machines, c'est moi qui Non, non, mais casque. justement le prix, tu vois, qu'on se rende compte. Ah, alors attends, tu me disais une T3.2 X Large, c'est ça? 50 centimes de l'heure. Voilà, 8 vCPU, 32 Go de mémoire, et sur Windows 50 centimes de l'heure, sur Linux 33 centimes de Et du coup, l'heure. ça existe du coup la 24x large? Alors sur T3, je sais pas. Non, sur Alors, T3, il n'y a pas. Par contre, regarde, je peux te filer un tuyau. Il y a un site internet qui est bien pratique quand tu veux comparer les instances. C'est ec2instance.info. Tu pourras mettre le lien dans le chat, ouais, ec2instance au pluriel.info. je fais ça de suite. Et là, tu as un grand tableau où tu peux choisir la région, tu peux choisir la catégorie de machine, etc. Et tu as à chaque fois la config et le prix. Donc c'est sympa quand tu veux voir la différence entre deux configs et Je vois que t'as la le tarif. région en haut. C'est-à-dire que par région, t'as des prix qui varient.
Alors les prix peuvent varier par région, effectivement, parce que tu vois, à Paris, ben, c'est la TVA française qui va s'appliquer, Ok. mais dans une autre région, les taxes ne seront pas forcément les mêmes. Tu auras peut-être des taxes en plus ou des taxes en moins, en fonction de la localisation du coup de ta machine. Le pricing ne sera pas exactement le même. Si on prend par exemple, tiens, on avait vu quoi là, la T3.2X large. Euh, pourquoi j'ai que des M là? Je n'en ai aucune idée, Jean-Noël. Région, Paris. J'ai un filtre qui s'applique, que je n'ai pas demandé. Ah, bah regarde, t'as un select, au pire, dans l'URL, t'as un selected égal MEG6, Ah, mais exact, oui. enlève-le. Bien vu, je te remercie. Ça je sais pas si ça a changé grand-chose. Donc si je prends... ça rame un peu. Est-ce que tu veux éventuellement que moi je te dise le prix? Attends, c'est bon, ça a chargé. Non, bah non, ça m'a remis... Ouais, regarde voir si tu trouves de ton côté. Moi je trouve le T3 sur Francfort. D'accord, alors attends. Tu es sur Francfort, je vais me mettre sur Francfort aussi. Donc Europe, Francfort. Ah, il souffle fort ton PC. Hein. Ouais. On va y aller en navigation privée. Ah, mon T3, le plus grand, c'est le 2X large. Ok. Ah oui. Donc ici, voilà, T3 je l'ai. Donc T3.2X large, c'est 32 Go de RAM et 8 vCPU. Ça te coûte 345 centimes de l'heure sur du Linux. Et si tu te mets à Sydney, par exemple, c'est 380 centimes. 38 centimes. Non, c'est pas la même taille. Si, le 2X large, 32,8, c'est bon. Ah oui, 2X large. Ouais, c'est ça, 380. Donc tu vois, ça dépend. Le prix n'est pas le même en fonction de la région. Ça peut être un des facteurs hein, que tu peux prendre en compte dans le choix De ta région. de la région où tu vas mettre ta config. Alors si on regarde un petit peu là-dedans, si on trie par exemple par mémoire, quelle est la plus grande quantité de mémoire qu'on peut avoir? Là on tombe sur 256 Go de mémoire, Ce qui est déjà pas mal. ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas à jour parce que j'ai vu beaucoup plus. Là on a 64 vCPU, ouais je sais aussi il y a plus. Le maximum que j'ai trouvé c'est 25 Tera de mémoire. Ah oui, c'est sympa. Ça permet de faire des petites choses. Et en termes de quantité de vCPU, j'ai plus la métrique en tête, mais c'était genre 256, un truc comme ça. Ouais, c'est compliqué d'arriver quand même à être limité avec de telles capacités. Ouais, Il y en a pour tous les goûts, quoi, c'est bien. c'est ça. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les usages. Après, le prix, il est linéaire. Hein. Plus ta consommation, enfin plus tes ressources sont importantes, plus le prix monte, et tu payes pour ce que tu utilises. Yep. Donc on va prendre une T3.micro. Voilà, T3.micro, 2 vCPU, 1 Go de RAM, et on va mettre un petit web server dessus pour voir ce que ça donne. Alors c'est une machine Linux. Pour s'y connecter, on va faire du SSH par exemple. Si on avait une machine Windows, on pourrait faire du bureau à distance. Ah, Dans tous les cas, il te faut une clé de chiffrement. Parce que pour te connecter en SSH, ben, il te faut des clés publiques-privées. Et si tu es sous Windows, tu vas utiliser cette clé pour déchiffrer le mot de passe administrateur. ok. Donc ici, on n'en a pas de préconfiguré, mais on peut la créer immédiatement. Sinon, il y a un menu sur la gauche où on peut aller ici Ok. créer C'est qui manuellement une paire de clés. Ok. Donc ici, on va créer une clé. Alors, on va l'appeler main keys, par exemple.
Tu peux choisir le format. Si tu as un PC sous Mac, enfin une machine sous macOS, tu peux prendre un certificat .pem, c'est facile à utiliser. Ouais. Si tu es sous Windows, tu vas probablement utiliser PuTTY, et du Ça marche coup, aussi le point .pem sur Windows, non? ouais, mais si tu veux utiliser PuTTY, il te faut Ok. le .ppk, et le .ppk, il faut l'extraire du PEM avec OpenSSH, et du coup, il faut taper des commandes Ah ouais, un bon, peu ok. casse-pied. Là, tu peux télécharger le .ppk directement. Ça, c'est nouveau, hein. L'année dernière, c'était pas comme ça. Tu avais toujours le De toute façon, .pem. on avait expliqué qu'ils sont en amélioration continue sur le site, sur AWS, du coup, Ouais. il y a des nouveautés régulièrement. Et donc là, tu peux immédiatement télécharger ton fichier de clé parce que tu vas en avoir besoin pour te connecter après. Ensuite, tu as le choix du réseau parce que ta machine, elle va tourner dans un réseau virtuel sur lequel on fera un stream spécial qu'on Mhm. appelle un VPC. C'est un LAN dans le cloud. Et donc là, il y en a un qui est préconfiguré. Avec chaque compte, hein, tout compte AWS a un VPC qui existe et qui est prêt. Donc ce VPC, il est en place. Tu peux choisir un sous-réseau si tu veux. Tu peux ici configurer un firewall. Un firewall, c'est ce que l'on appelle un security group chez AWS. Hmm. C'est c'est un firewall qui va marcher comme un firewall classique que tu mets sur ton réseau. Sauf qu'un security group, ça s'applique pas en bordure de réseau. C'est pas une défense périmétrique. Ça va s'appliquer à chaque machine que tu as sur ton réseau. Donc même si un attaquant arrive à prendre la main sur une machine, Il n'aura pas accès aux il autres. n'aura pas accès aux autres parce que le security group s'appliquera Hmm. encore aux autres. C'est comme si tu avais une enceinte autour de ton village et que chaque maison avait encore une enceinte autour d'elle et voilà, C'est ça. c'est double sécurité, quoi. Et donc le trafic ici, tu peux directement mettre en place un filtre. Donc tu vas pouvoir dire que tu autorises les connexions SSH depuis n'importe où. T'as montré ton IP, Jean-Mal. Ah, on a montré notre IP, mince, mais bon, c'est pour le bien de nos auditeurs. Donc ici, ça a détecté notre IP, c'est ça qui est Mhm. plus sympa, et ça nous propose immédiatement de mettre un truc sécurisé pour qu'il n'y ait que nous Hmm. qui puissions nous y connecter. Et en même temps, on peut autoriser du trafic HTTP depuis Ah, partout. non, non, HTTPS, Jean-Mal. Ah non, HTTPS, il va falloir configurer des trucs, non? Après, si t'es chaud, on fait le SSL après, Non, hein. non, ça ira. Mais on fera un stream sur le SSL parce que c'est pas compliqué à mettre en place. Donc là, on a choisi notre machine, ça va être un Linux. On a choisi la config, ça va être 2 vCPU, 1 Go de RAM. On a mis en place un peu de sécurité. Qu'est-ce qu'il nous reste à choisir? Le stockage. Oui, et en effet, il nous reste le stockage, Jean-Noël, à choisir. Et oui, il nous faut un disque dur dans cette machine. Et donc, on a la possibilité ici de mettre au moins un petit disque dès le départ parce qu'il faut bien installer le système d'exploitation dessus. Mhm. Donc, ici, tu as le choix. Et ce que tu vas mettre en place, c'est un volume de ce type-là. C'est du SSD. Par défaut, tous les volumes, c'est du SSD chez AWS. Mhm. Tu peux choisir du disque à plateau si tu veux. Bon, il devrait même prendre des bandes magnétiques. Et ce disque à plateau, pourquoi c'est intéressant? Parce que autant c'est pas bien pour faire de l'IO, autant c'est bien pour faire du streaming. Parce que comme c'est des disques qui Hmm. tournent, tu as un flux de données constant, et donc pour tout ce qui est streaming, c'est pas mal. Par contre, dès que tu veux faire de l'accès aléatoire sur tes données, bah, le SSD, ce sera beaucoup plus performant. T'es en train de me dire qu'on pourrait gérer toutes nos logiciels de streaming via une EC2, Jean-Noël? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Je pense qu'il vaudrait mieux diffuser les vidéos via un Bucket S3. Ok. C'est quand même mieux. Quelle est la différence entre un SSD de type usage général et un SSD de type IO provisionné? L'IO provisionné, en fait, c'est de l'IO garantie. Hmm. Donc ça veut dire que tu achètes non seulement un SSD avec une capacité plus haute, mais en plus, cette capacité, elle est garantie, elle est 100% pour toi. Alors qu'ici, finalement, ta bande passante, elle est partagée avec les autres machines virtuelles qui sont sur le même Hmm. serveur que toi dans le data Tu prends center. ce qui est dispo et c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. Voilà, alors c'est toujours très bon, hein, Bah oui. mais ça peut varier et tu n'as pas de garantie. Si tu veux vraiment quelque chose de constant, il faut que tu prennes de l'IOPS provisionné. Et là, tu peux monter à des choses assez sympas. Et du coup, les numéros, c'est pareil, c'est des générations. Et on t'incite à prendre IO2 plutôt qu'IO1 parce que IO2 coûte sûrement moins cher qu'IO1.
Non, c'est des catégories différentes en D'accord, fait. ok. Si tu veux, IO 1, tu peux aller jusqu'à 16 Tera de stockage et je sais plus 25 000 IOPS, quelque chose comme ça. Et IO 2, tu peux aller aussi jusqu'à 16 Tera, mais tu peux monter jusqu'à 250 000 IOPS. Ok. 250 000 IOPS, c'est beaucoup, hein. Oui, C'est vraiment beaucoup. c'est pas mal. Enfin, c'est beaucoup. Donc on va choisir un petit disque SSD pour notre machine. Et étant donné que tu ne veux pas mettre tes données sur le même disque que l'OS, tu peux rajouter des volumes ici. Ah, c'est bien ça. On pourrait mettre l'OS sur une borne magnétique et le reste sur un SSD. Donc on va partir là-dessus, on a deux disques, un pour le boot et un pour les données. Et après ici il y a une zone avec plus de détails où on peut configurer encore plein C'est quoi les de file choses. system? Là, t'as un bouton edit à côté. Ok, d'accord. Ok, ouais, j'ai pas encore exploré cette option, je crois que c'est quand tu as des file systems partagés, pour monter des file Ah systems oui, par-dessus. j'avais vu le nom une fois, mais je sais plus, on en avait parlé dans un stream précédent. Dans les détails avancés, tu peux demander à recevoir immédiatement une IP. Tu peux aussi donner quelques options. Par exemple, quand ton instance plante, tu peux faire en sorte qu'elle soit redémarrée automatiquement. Quand tu la stoppes, tu peux faire en sorte qu'elle s'arrête ou qu'elle soit détruite. Le Mhm. terminate, ça veut dire qu'elle est détruite. Tu peux aussi la protéger contre la suppression accidentelle. Ah, c'est bien ça. Et on a vu chez Capcode que supprimer accidentellement une ressource dans le cloud, ça peut arriver. Donc ça, c'est quelque chose à mettre évidemment à enabled sur les instances de prod. On peut demander à avoir des mesures détaillées de la part de CloudWatch, le système Mhm. monitoring, sur lequel on fera aussi un stream. Et tu peux demander à avoir une carte graphique dans ta machine, Ah, si tu veux avoir une interface ou si tu veux ensuite faire des choses un peu poussées avec des cartes NVIDIA pour faire du machine mm. learning, des choses comme ça. Voilà, ensuite, bon, on va pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Un truc intéressant ici, c'est le côté colocation. Tu peux choisir que ta machine virtuelle, elle tourne sur un serveur qui est que pour toi. Ok. Il y a des gens comme ça qui ont des données un peu sensibles, qui veulent pas mettre en danger en aucune manière. Donc tu peux choisir un serveur dédié. Toutes les VM que tu vas démarrer, elles iront sur ce serveur-là. C'est quoi la différence entre dedicated du coup et dedicated host? Alors, dedicated, tu sais que le matériel est pour toi, Mhm. mais tu n'en sais pas plus. Dedicated host, tu peux carrément choisir ton serveur. Ah, tu dis moi je veux Voilà, celui-ci. avec la Ah, configuration matérielle qui va bien, parce que de temps en temps, pour la gestion des licences, il faut que tu puisses prouver que ton logiciel tourne sur un matériel avec une certaine config, un nombre de CPU précis, ok. parce que tu payes une licence par CPU. Donc dans ces cas-là, comme tu peux prouver, tu peux montrer sur quel serveur ton programme y tourne, du coup tu peux prouver que ta licence elle est correcte. Et j'imagine que pareil pour le RAM disk ID, tout ça c'est des choses. Il y a quoi comme option? C'est aussi du enable disable? Ah non, tu peux, ok. Non, c'est pour monter des RAM Ok, disques, tu peux monter des RAM disques directement spécifique, ok. sur ta machine. Ça, j'ai pas vraiment de cas d'usage parce que je sais que ça sert à installer des Linux parce qu'on faisait comme ça sur les vieux Linux, il y avait des RAM disques, mais Mhm. là je vois pas trop l'usage que ça peut avoir. Là, tu peux choisir ton noyau Linux parce que tu en as Mhm. plusieurs potentiellement. Et là, l'enclave Nitro, c'est un truc de fou. C'est l'implémentation de la sécurité, tout ce qui est chiffrement, etc., directement au niveau d'une couche matérielle qui s'appelle Nitro. En fait, on s'imagine souvent que les serveurs sur lesquels tourne toute cette infrastructure, c'est des serveurs classiques comme tu peux acheter chez Dell ou chez HP, Mhm. avec du matériel classique. Mais en fait, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que Amazon a son propre matériel et sa propre électronique. Genre, carte mère, CPU, RAM, c'est standard, Mhm. mais les cartes réseau, c'est custom, les cartes I/O, c'est custom, et tout ce qui peut être fait au niveau électronique, c'est fait par des circuits, parce que c'est beaucoup plus efficace que de le faire par du logiciel. Exemple, tu vois les security groups dont on parlait? Ouais.
c'est des firewalls. Eux, ils vérifient des règles, ce qu'on appelle des policies. Donc, c'est des règles de sécurité que tu vas implémenter. Ces policies, elles sont vérifiées par de l'électronique. Pareil pour Ok. les. En fait, tout. Donc c'est vraiment au niveau matériel, quoi. Donc c'est difficilement contournable. Exactement. C'est difficilement contournable et puis surtout, c'est le plus performant possible. Bah oui. Parce que non seulement c'est de l'électronique custom, mais même les circuits sont custom. C'est-à-dire que c'est pas des CPU Intel ou AMD qui font ça sur des cartes dédiées. C'est carrément des circuits électroniques spécialement conçus pour l'algorithme qui va bien. C'est ce qu'on appelle des circuits ASIC, A-S-I-C. Mhm. Et c'est le même genre de circuit qu'on utilise dans les trucs de minage de Bitcoin, parce que c'est vraiment optimisé pour l'algorithme, quoi. Ouais, c'est fait pour un usage et enfin là quand t'es à ce niveau-là où c'est gravé sur le CPU, tu peux pas trop aller plus vite, hein. Tu peux pas faire mieux. Ouais. Dans les circuits, dans l'électronique de calcul, tu as l'électronique généraliste qui est très polyvalente, mais du coup qui est limitée dans ses performances. C'est les CPU Intel, AMD Mhm. qu'on a dans nos ordis. Ensuite, tu as les circuits qu'on appelle FPGA, qui sont semi-optimisés, donc ils sont Ok. moins polyvalents, mais ils sont plus puissants. Et puis après, tu as ces circuits ASIC là, qui sont ultra optimisés pour un Très usage spécifique, ouais. spécial, mais qui du coup ne peuvent faire que ça, quoi. Oui, c'est un inconvénient, mais en même temps ils sont faits pour ça, donc Ils sont faits pour ça. Et donc, cette architecture, c'est l'architecture Nitro, hein, qui est la base de tout ce service EC2. Cette architecture Nitro, elle intègre un maximum de choses au niveau électronique, ce qui fait que bah, derrière, c'est optimisé autant que possible en fait, hein. Donc, tu imagines le niveau d'innovation qu'il y a? Les gars, là, les équipes qui développent ces services, ils essayent de développer du bon software, des bonnes couches de virtualisation. Donc, tu vois, ils pensent à la partie logicielle, à la partie gestion, à la partie exploitation, mais ils descendent jusqu'à ouais. l'électronique qu'ils mettent dans leur machine. Ça va vraiment loin, hein. Ça Enfin, va ils vraiment pensent loin. à tout en fait. Donc, en même temps, quand t'es fournisseur d'un service comme ça, c'est aussi ça qui fait que tu peux te démarquer de la concurrence. C'est ça. Et puis, ils ont un petit peu une obsession de l'innovation et de l'amélioration, ce qui fait que, ils rentrent vraiment dans le détail jusqu'à optimiser le plus finement possible. Donc là, il y a le choix de la partie Nitro. Là, tu peux choisir des licences si tu es sur une machine qui nécessite l'achat de licences. Là, on a un truc qui s'appelle les métadatas. Les métadatas, on va y revenir. Et là, on a un truc sympa qui s'appelle les user data. Alors tu te dis user data, Bah, qu'est-ce que c'est ça peut juste pour bien être? décrire ce que fait ta machine. C'est du texte libre. C'est du texte libre, effectivement, mais c'est pas pour décrire ce que fait ta machine. Là, on va vouloir installer un web server, c'est ce qu'on s'est dit. Tu vas pas juste écrire web server et ça va marcher, Jean-Noël. Alors, on va quand même pas écrire web server parce qu'on va vouloir faire un petit peu plus que ça. On va vouloir que tout de suite après l'installation du Linux, il y ait des commandes qui soient exécutées sur la machine. Je vais juste récupérer ça. Hop. Et ces commandes, par exemple, ça peut être ça. Un petit yum update, service HTTPD start, chkconfig HTTPD on. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça c'est pour dire que ce qu'on est en train d'écrire c'est un shell Ouais. script. Ça, Ça c'est jusque-là, ça va. pour, ça c'est pour mettre à jour le Linux. Parce que Ok. l'image que tu installes, elle a peut-être quelques jours Mhm. ou quelques semaines. Du coup, il y a des mises à jour de sécurité qui Ok. sont sorties depuis. Donc là, tout de suite après l'installation, tu fais une mise à jour. Alors, question pour novice en bash. Yum, c'est du coup l'équivalent de apt-get. C'est ça. Ok. Mais c'est spécifique à Amazon ou juste pas? C'est spécifique à Red Hat. D'accord. Et cette version d'Amazon Linux est une variante de Red Hat. Ok, d'accord. Mais effectivement, si c'était une machine Ubuntu ou un Amazon Linux basé sur Ubuntu, tu pourrais faire un apt-get Ok, update. d'accord. Et ensuite, on fait un service HTTPD start parce que notre machine, elle vient avec un serveur Apache d'installer, mais il n'est pas démarré. Donc là, on le démarre. Et ensuite, avec cette commande, on le met en démarrage automatique. Ok, c'est. Donc Ouais, c'est un petit bash de démarrage, quoi. exactement. Du coup, tu peux préparer tout ça une fois. Mm. Et si tu as plusieurs machines à démarrer d'affilée et que tu as des choses à installer tout de suite après l'install de l'OS, tu peux tout automatiser. Tu mets Ah, ça c'est bien, ouais. là-dedans. Et ça ne s'exécute qu'au premier lancement.
D'accord. Oui, ok, la deuxième fois, ça le fait pas. Voilà, tu fais un shutdown startup, après, ça ne le fait plus. Ensuite, à la fin, il y a un petit résumé. Donc là, tu peux dire, si tu veux 10 instances d'un coup, tu peux dire que tu en veux 10 d'un coup, il va Normal. te les allouer. Et tu as un récap, quelle image, quel type de serveur, le firewall, le stockage, etc. Et allons-y. En plus, on a des heures gratuites en plus. Alors, tu as des heures gratuites quand ton abonnement a moins d'un an. Ok. Moi, je l'ai ouvert en 2019, donc je paye. Faut qu'on ouvre un Tipeee ou quelque chose comme ça pour financer les streams. Ce que nous Euh, coûte AWS. alors, je suis rentré dans le programme des instructeurs AWS, donc je donne des cours sur AWS professionnellement maintenant, et je vais recevoir des crédits. Donc, on va pouvoir faire plus de Ouais, démos et montrer plus de choses, même si c'est des choses coûteuses. let's go. On va pouvoir juste prendre des machines avec 25 Tera sans raison. On pourra les allumer 24 secondes Let's go. avant que le budget soit pourri. Donc notre machine est démarrée ici, elle est en train de s'initialiser. Donc là, il est en train d'installer l'OS dessus, etc. Donc on va lui laisser un petit peu de temps pour booter. Et on verra. Ah non, elle est running déjà. C'est la vérification du statut qui est en cours. Donc on va la laisser Tu l'as mis aux US par heure. Ah non, parce qu'on est aux États-Unis du Nord. Ok. On est en Virginie du Nord, ouais. Parce que comme mon Windows est en Ça, anglais, c'est. En vrai, tu vois pas facilement que tu changes de région. Il n'y a pas. j'avais fait une extension, ouais, une extension pour le navigateur pour te changer la couleur de la barre Est-ce que en tu haut. penses que je pourrais retrouver ça et mettre ça dans un lien Twitch? Oui mais non, c'est-à-dire que tu peux la retrouver parce qu'elle est toujours publiée, mais l'extension ne fonctionne plus depuis la dernière mise à jour de la console. Il faut que je fasse des ajustements dedans. On fera la Et pub la prochaine fois. en fait, tu sais, c'est les ID CSS que j'utilisais pour sélectionner les Ah, ça a bandeaux et changer les changé. couleurs. Ok. C'est des ID aléatoires maintenant. Ah! Voilà. Ah, ouais, ils t'ont bien eu. Donc ça devient compliqué de maintenir ce genre de truc. Mais je garde espoir, je garde espoir. Donc la machine, elle tourne. On va s'y connecter. Donc comment est-ce qu'on fait pour s'y connecter? On peut cliquer dessus et J'espère ici, qu'il y a un bouton. Ah, il il y y a a un un bouton bouton Connect. connect. Alors le bouton Connect, en fait, il va juste te dire comment faire, hein. Ah, t'as pas de. Alors tu as un outil intégré. Là, on peut utiliser ça. C'est un shell intégré. Oui, ok, comme sur OVH ou ailleurs. Voilà. Ça marche, hein, Ouais, ça mais marche, oui. c'est voilà, ça marche oui, comme tu dis. Donc des fois, ça marche. Attention, on est fait à l'ancienne, hein. Tu as un outil qui s'appelle Session Manager, mais bon, ce que tu vas faire, c'est du SSH, hein. Bah oui. Tu as une console aussi, une console sérielle. Mais le client SSH, c'est le plus sympa. Donc il te dit qu'est-ce qu'il faut faire avec ta clé. Il Mhm. te donne le nom DNS que ta machine a reçu. Et ici, tu as une commande, mais ça, Oh bon, là, si tu es sous Linux ou sur Mac. Nous, on va utiliser plutôt notre outil Putty. Voilà, donc on va prendre cette machine qui s'appelle démo EC2. On va mettre son IP. Voilà. Et ici, dans la rubrique SSH hôte, il faut aller choisir le fichier avec les clés. Donc on va aller dans le dossier de il t'a download. téléchargé ou t'as dû télécharger? Ou t'as téléchargé que la moi, j'ai peut-être pas fait gaffe. La clé, en fait, il te la télécharge Ok, automatiquement au moment où tu la génères. d'accord. Donc tu choisis si tu veux un PEM ou un PPK, Oui, oui, ok, et c'est bon, ensuite tu vois. il te la fait Ok. télécharger immédiatement. Voilà, donc ça c'est bon. On peut retourner sur la session. Démo EC2 ici, je peux faire Save, et là je peux faire Open. Il me demande si je connais cette machine. Maintenant oui. Et là je peux me loguer en EC2 User. Ça, c'est pareil pour tout le monde, ça. Ouais, c'est sur Amazon Linux, tu te connectes en EC2 User. Attends, c'est quoi le recédé en ASCII là? Il est frauduleux. Une espèce de 3D en relief là pour que ça marche. ASCII Art. Incroyable, hein. Mais vous êtes trop jeune chez Capcode pour connaître. Oh, on en a fait des beaux, t'en as pas vu? Dans le chat Twitch, des fois, il y a Ah oui, c'est vrai, des. c'est vrai. Oh, Mais j'en attends. soupçonne certains d'utiliser des générateurs. Ah, bah oui. Donc ici,
Si je fais un chk config httpd, est-ce que ça m'affiche quelque chose? Ça ne me dit rien, non. Est-ce que j'ai mon serveur HTTP qui tourne? J'ai pas l'impression. On va voir si nos user data se sont bien déployés. Si on essaye d'accéder à la machine, non, il n'y a pas de web server. Donc les user data n'ont pas dû fonctionner tout à fait correctement, c'est pas grave, on va le faire à la main. Donc c'était un yum install httpd, je pense qu'il va falloir faire un sudo devant. Ce qu'on avait fait avant n'a pas marché, du coup, c'est ça? Ouais, mais je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas le sudo dedans, justement. Ok. Voilà, donc ça c'est installé. Maintenant, si je fais un chk config httpd on, là c'est pareil. Sudo. Ok. Et on va voir si ça marche mieux. Ok, alors est-ce que notre firewall est bien configuré? Donc la machine ici, si on clique sur l'onglet Networking, on peut voir sa configuration réseau. Vas-y. Et donc je vais vérifier mon security group. Il est où? Il est là, default. Ok, il est en place. Et donc, dans les instances, security group, il est bien là. Il est bien en place. Donc, si il autorise bien le port HTTP 80, c'est que c'est un problème. Il a peut-être pas démarré mon serveur Apache. Donc je vais faire un sudo service httpd start. Ok. Et voilà, Hugo, pendant ton absence, nous avons fait fonctionner un web server. Alors le problème, c'était tout simplement que Apache n'était pas démarré. Mais du coup, on a vu un petit peu la démarche quand un service ne fonctionne pas, quand tu ne peux pas t'y connecter correctement. Tu vérifies que ta VM elle est bien en route, tu vérifies que le security group ne te filtre pas l'accès que tu essayes de faire, et ensuite tu peux t'assurer que tes services et tout sont bien démarrés pour vérifier que tout est OK. Et normalement, me voilà de retour. Et j'espère que tout le monde t'entend. Moi, je m'entends en tout cas, c'est l'essentiel. Alors une instance, quand elle fonctionne, elle a un cycle de vie qui est un petit peu... enfin, il faut bien faire la différence entre deux états que l'on va voir immédiatement. Hop. Par défaut, quand tu démarres ta VM, elle a un statut qui est pending. Ça veut dire qu'elle est en train d'être créée, l'OS est en train d'être déployé dessus, etc. Une fois que l'installation est terminée, elle est laissée en statut running. Donc elle tourne, et à partir de là, tu peux commencer à travailler avec. Ensuite, dans les actions que tu peux faire, tu as un stop. Si tu la stops, elle s'arrête et tu peux la redémarrer quelques temps après. Tu peux repasser en running. Tu peux repasser en running. Si tu fais un start, tu peux retourner en running.
Par contre, quand tu fais ça, ta machine, elle va changer d'IP et elle va changer de nom. Ah, ok. Parce que par défaut, les adresses IP qui sont attribuées, ce sont des adresses IP différentes à chaque fois que ta machine redémarre. Alors ça peut paraître contraignant. Il y a des solutions, tu peux mettre une IP fixe à une machine si tu veux. Au pire, tu peux un petit route 53 devant. Alors tu peux mettre un nom de domaine devant aussi, mais si l'IP change, il faut mettre à jour ton nom de domaine. Tu peux pas pointer ta route 53 sur une ressource C2? Je crois que tu peux, hein. Alors tu peux, mais si ta ressource C2 change d'IP, il faut mettre à jour l'enregistrement DNS. Donc Ok. moi j'ai écrit un script qui le fait, donc c'est pas compliqué, mais le mieux c'est en fait de ne pas mettre sur internet immédiatement une machine C2, le mieux c'est de mettre un load balancer devant. Ah oui, ok. Donc tu fais, ok. Voilà, ton Route instance, 53, ELB, voilà. C2, ok. Ton load balancer, tu le mets dans la zone publique, la machine C2, tu la planques entre guillemets sur un réseau privé Mhm. et les gens n'interagissent qu'avec le load balancer. Ce qui fait que même si tu as une faille de sécurité sur ton Linux ou un security group mal configuré, de toute façon, la machine elle n'est pas accessible. Donc le load balancer, c'est vraiment une bonne pratique, ça, de toujours en mettre un en frontal. Et lui, il a une IP qui ne change pas. Oui, ok. Tu vois. Et lui, Et si le C2 change d'IP, il sera retrouvé parce qu'en fait, voilà. lui, il fonctionne en. Je sais pas comment il fonctionne, mais il arrive. Bah, en fait, la machine EC2, quand elle démarre, si elle est dans le groupe de machines qui est géré par le load balancer, Elle dit elle you. va s'enregistrer dedans. Ok. Donc quand elle démarre, elle dit coucou, me voilà, tu peux m'envoyer des données. Et du coup, lui, il commence à envoyer des requêtes dessus. Ok. Donc best practice, toujours un load balancer. Mais donc il n'y a pas que ce stop. Ici, on a aussi le shutdown. Et la différence entre un stop et un shutdown, elle est assez massive, c'est que après un shutdown, ton instance, elle est terminée. Mais terminée au sens comme dans Terminator, quoi. Et à l'instance, elle dégage. Ah oui, je vais les supprimer en Elle est fait. détruite, D'accord, ok. complètement. Tu peux pas la redémarrer. Non. Tu peux en redémarrer une pareille, Mhm. mais ce sera plus celle-là. Donc t'es donné dessus, tout, tu repars de zéro en fait. Exactement. Alors que le Donc, stop, tu peux revenir à l'état. Ok. stop, tu peux revenir à l'état précédent. Donc, il faut bien faire attention ici, quand tu vas dans instance state, donc dans l'état de ton instance, entre un stop et un terminate, c'est pas la même finalité, quoi. Ouais, faut faire Donc attention. les machines EC2, en fait, il faut les voir comme des choses recyclables. Tu les crées, tu les utilises, tu n'en as plus besoin, tu les détruis, tu en recrées d'autres, etc. Maintenant, tu vois, on s'est embêté à configurer une machine avec un web server. Mhm. Et donc, si je veux réinstaller la même VM, si j'en veux deux pour faire un cluster, par exemple, Bah, fallait cliquer sur 2 au début. alors j'aurais pu cliquer sur deux au Sinon, je début. sais pas, tu dois avoir dans les actions un petit duplicate, j'imagine. Alors, duplicate, non. Ah, Par contre, ce que tu peux faire, tu peux faire un truc qui peut te servir aussi de backup, entre guillemets, ok. de ton instance EC2. C'est que quand tu as une machine qui fonctionne comme ça, dans les actions ici, tu peux faire Ah, tu fais une une image. image. Ok. Donc tu installes un Linux qui est vierge, tu installes tous tes outils dessus, tu configures tout aux petits oignons, parce que j'ai vu que le chat aimait bien les oignons. Et ensuite, tu refais une image. Là, on peut refaire un create image. Donc on va l'appeler image avec web server. On peut mettre une description. Voilà. Et ici, tu dis quel disque tu veux dans l'image. Donc tu peux lui Tu dire, peux prendre ben, les deux, de ouais. base, il prend tous les disques qu'il y a dans la machine, Oh, tu peux même le chiffrer maintenant. et tu peux le chiffrer aussi, Décocher par défaut, toujours. toujours décoché par défaut, pour économiser du CPU. Tu peux mettre des balises pour te souvenir de ce que c'est, à quoi ça sert. Ok. Et puis tu peux faire create image. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait une photo, ça fait un snapshot de tes disques. Mhm. Ça transforme ce snapshot en image. Ouais. Et ensuite, cette image, tu peux t'en servir Pour créer une pour nouvelle EC2. créer une nouvelle EC2. Maintenant, tu vois, je suis aux États-Unis ici. Si je veux faire un serveur en Europe, je ne peux pas déplacer une VM des États-Unis vers l'Europe. Tu peux passer une image. Mais tu peux passer une image. Oui, parce qu'une image, c'est du fichier, quoi. C'est pas. Exactement. Donc, quand tu veux faire comme ça une architecture où tu peux faire du multi-région pour avoir vraiment de Mhm. la haute disponibilité importante, eh bien, tu peux partir avec ces mécanismes-là. Dès que tu fais une mise à jour sur une VM,
bah, tu refais une image, tu bouges l'image et tu mets à jour tes VM. Et quoi, avec l'image, c'est une photo du disque, donc tu as tes données avec. Tu as tes données Ok. avec. Mais si tu veux, tu peux juste prendre l'OS en fait si t'as Tu besoin. pourrais juste prendre l'OS, effectivement. C'est pour ça qu'on avait le choix de la Entre des sélection des disques, ouais. disques. D'où aussi l'importance d'avoir des disques séparés, enfin des volumes séparés sur ton EC2. Exactement. Donc, au passage, si à un moment donné, je veux faire juste une sauvegarde de mes disques, Mhm. parce que sur les disques, il y a les données, hein. Donc c'est beaucoup plus important que juste là où il y a l'OS. Oui, Tu peux aussi faire de simples snapshots des t'as pas volumes. coché de. J'ai pas coché, c'est pour ça. Dans les actions, ici, tu peux faire... Ah, attends. C'est plus accessible depuis ici. Mais si tu vas dans les disques ici, tu as les volumes à gauche. Ça, c'est les deux disques durs de ma VM. Mhm. Alors, par défaut, tu n'as que les ID, hein. Donc, pareil, best practice. Dès que tu crées un nouveau volume, Tu lui donnes un petit nom. tu vas tout de suite mettre un libellé pour te souvenir ce que tu avais mis Ouais, ça, dessus, hein. faut que tu parcours des instances, retrouver quel disque est à qui. C'est ça. Donc ici, on voit nos deux disques. Et donc là, pareil, tu peux les sélectionner dans les actions. Tu peux faire Create Snapshot. Et tu peux aussi gérer un cycle de vie. Parce que tu pourrais dire, ben, je fais un snapshot tous les jours pour avoir Mhm. une copie de l'OS de ma VM. Et je garde une rétention de 7 jours, tu vois. Ok. 7 jours glissants. Donc cette fonctionnalité de snapshot, elle est pas mal parce que du coup, t'as l'AVM d'un côté et les disques de l'autre. Ce sont deux choses séparées et finalement, le point commun, c'est quoi? C'est l'AMI, l'Amazon Image, Ouais. que tu peux réutiliser d'une VM à l'autre. Ah, c'est pas mal, hein. Bah, je m'y connais pas trop chez les autres fournisseurs, mais j'ai pas souvenir que tu aies autant de souplesse dans comment est géré ta VM. Ouais, je sais pas trop dire non plus comment c'est chez les autres vendeurs. Par contre, je peux comparer avec de la VM à l'ancienne Hmm. que tu installais sur un serveur. Quand on a démarré avec Capcode en 2015, on avait un serveur avec plein de disques dedans et du VMware dessus, et nos premières ressources, on les hébergeait là-dessus. On l'avait mis dans un data center chez un partenaire, et on faisait du VMware à l'ancienne, entre guillemets, hein. Maintenant, ça fait rigoler. Ouais. C'était tout rigide et tout, tu pouvais pas, enfin, tu pouvais, je pense que tu pouvais cloner des VM, mais Ouais, c'est mais voilà, là, l'imagine, tu vois, tu veux rajouter un disque, c'est fait en 2 clics, quoi. c'est ça. Et les volumes, ils sont dynamiques, hein. C'est-à-dire que mon volume de data ici, si je trouve qu'il est trop petit, à tes souhaits, je peux modifier le volume. Je dis, bah finalement, je veux plus 8 Go, j'en veux 12. Je fais Modify. Ma VM, elle est en train de tourner là, hein. Il peut y C'était avoir des tellement gens qui bossent pratique. et tout, hein. Pourquoi on avait pas mis Nexus là-dessus? Parce que Nexus avait souvent des problèmes Mais de. c'est ça qu'on faisait avec Nexus Ah, on régulièrement. montait juste là. On allait augmenter le volume à Non, mais chaque c'est fois qu'il y si avait besoin. simple, tout le monde est en mode ah, personne sait faire, c'est 4 clics. Alors attention, sous Windows, c'est tout facile. Sous Linux, c'est un tout petit peu plus délicat parce que là, j'ai augmenté la taille du volume. Mhm. D'accord, il fait 12 Go maintenant. Par contre, mon Linux, Ah, ah, il m'a déconnecté. Mon Linux ici, si je lui fais un df-h, lui normalement il voit toujours encore, tu vois, 1,6 plus hmm, 6, et ok. il voit encore que 8 Go lui. Il faut faire une commande au niveau du Linux pour le mettre à Ouais, jour aussi. ok. Mais c'est aussi un truc qui se fait à chaud pendant que la VM fonctionne, Hmm. hein. Donc t'as pas d'interruption de service quand tu fais ce genre de C'est maintenance. surtout ça l'avantage, je trouve, c'est que ouais, c'est tout le temps disponible. C'est que t'as Ouais. pas d'interruption. T'as une mise à jour d'infra à faire, ton client il a pas besoin, t'as pas besoin de lui dire bah faudra pas bosser pendant 1 heure ou faire ça à 2 heures du matin le vendredi dans la nuit. Après, on a connu quoi, il y a 2 semaines, un souci avec une machine virtuelle chez un fournisseur cloud, c'était pas Amazon, qui a été déplacée d'un data center à l'autre. Avec ce genre de fonctionnalité, on s'est dit, ça va bien se passer. Oui, parce que là, du coup, on aurait copié l'image, on l'aurait renvoyé ailleurs, et puis hop, on aurait redémarré, c'est terminé. Voilà. Sauf que là, la VM qu'on a récupérée, elle avait la base de données corrompue, hein. Let's go. Tu avais une base de données MariaDB dans la VM, corrompue. Voilà. Stylé. Donc on a pu restaurer une sauvegarde, heureusement. Donc voilà comment est-ce qu'on gère un petit peu le stockage d'une VM. Alors,
c'est pas compliqué de cliquer dans la console et d'allouer des disques et des volumes, etc. Par contre, tu es quand même dans le Linux à faire ta config, hein, donc il faut connaître. C'est pour ça que le Oui, serverless, c'est sympa parce que tu n'as pas cet aspect système oui, d'exploitation à parce que là, gérer. moi, je suis perdu, hein. Je suis dev, hein, je suis pas ops. Voilà. Et ouais, par exemple là, tu vois, si je fais un Yum update, par exemple, il va me télécharger des mises à jour parce que tout n'est pas à jour. Avec le serverless, c'est plus des questions que tu te poses parce que c'est géré par AWS pour toi en fait. Exactement. Tu vois, là, l'image, elle est pas vieille, hein, c'est l'image la plus récente. Pourtant, tu as vu la quantité de mises à jour qu'il faut passer. Et du coup, tu as de la maintenance à faire, tu as encore du boulot à faire. Donc non seulement tu payes 24 heures sur 24, tant que c'est allumé, tu casques, Mhm. mais en plus, tu as encore un peu de boulot pour aller gérer le stockage, pour aller gérer les patchs, Par contre, je trouve l'OS, que c'est etc. un. Pour quelqu'un qui irait un peu à l'ancienne, encore qui fonctionnerait que des VM sur des serveurs, tu vois, peut-être un bon premier point d'entrée dans AWS parce que bah, tu te simplifies pas mal la vie, tu mets un premier pied dedans et ça ressemble quand même encore pas mal à comment tu fonctionnais avant. C'est vrai que C2, c'est un des premiers services que tu mets en œuvre en général quand tu fais une transition vers le Ouais. cloud, parce que bah, quasiment tout le monde a des VM en local, Mhm. dans ses data centers propres, et du coup, quand tu migres vers le cloud, en général, ce que tu fais, tu prends tes VM et tu les mets dans le cloud, en fait. Bah oui. D'ailleurs, il y a des outils pour les gens qui ont du VMware, par exemple. Tu peux récupérer ton fichier VMDK, tu peux l'uploader dans un bucket S3 Mhm. et restaurer une instance EC2 sur la base du Mhm. VMDK qu'il y a dans le bucket. C'est comme ça qu'on a migré avec Laurent un, une grosse machine virtuelle qu'on avait en local avec des vieux outils de développement qui sont plus maintenus sur un vieux Windows qui ne peut plus Ah oui, tourner que dans je une vois. VM. Oui, je vois de quel projet tu parles. Voilà. Et on était embêté avec cette VM là parce qu'elle, bah, sur un PC, ça prend de la place et puis Bah ça ouais. mange du CPU, du coup, tu peux pas développer confortablement. On a tout bougé dans le cloud. Alors, c'était un peu chaud hein, d'uploader les 60 gigas, ça a pris quelques temps. Ouais, mais maintenant t'es tranquille et. Voilà. Et du coup, elle est quoi? Elle est démarrée tout le temps, celle-là, ou juste on l'allume quand on en a besoin? Non, on l'allume justement quand on en a Ok. besoin. Et une machine virtuelle qui est successful, nous sommes de retour. We are back. We're back online, désolé pour cette petite interruption indépendante de notre volonté. Du coup, ça fera deux streams. Je sais pas Ouais. si c'est le Wi-Fi ou quoi. Je pense que c'est le wifi qui a sauté parce que j'en ai plus un non plus. Il faut vraiment que je change cette borne. On va pouvoir acheter du Wi-Fi 6. Du coup, ouais, je disais, on a vu un prix tout à l'heure. On a vu un prix à l'heure ou à la minute. Maintenant, il y a différentes façons d'acheter une machine virtuelle pour ne pas payer ce prix qui est le prix plein pot en fait. Le prix à la demande, c'est un prix sans engagement. Tu utilises une VM, tu la démarres, tu l'arrêtes, tu ne payes plus. Du coup, c'est le tarif le moins intéressant parce qu'AWS ne peut rien prévoir, ils peuvent rien anticiper, ils sont obligés de réagir à la demande. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est peut-être voir quelles sont les options, les autres options pour acheter de l'instance EC2 moins cher. Le premier truc que l'on peut faire, c'est ce que l'on a ici, c'est ce que l'on appelle les instances réservées. Une instance réservée, tiens j'en avais une il y a encore pas longtemps. Une instance réservée c'est quoi? Bah, tu vas t'engager en fait sur une config. Tu vas dire moi je vais acheter une Tetro.small pendant un an, 2 ans, 3 ans, tu vois, tu as un terme, tu as une Mhm. échéance. Et du coup, quand tu t'engages sur une durée, tu payes moins cher. Donc Ah, bah là, c'est bien ça. j'avais un tarif négocié. Au lieu de payer le prix plein pot, qui est le prix on demand, à la demande, bah là, j'avais un prix moins cher parce que j'avais un engagement un an. Ok. Ces engagements, ça peut être un an ou 3 ans. Plus c'est long, moins c'est cher. Ouais, en fait, c'est comme quand t'achètes en gros auprès d'un fournisseur, quoi. C'est ça. Après, il y a un deuxième facteur. Si tu veux baisser encore plus la facture, c'est que tu peux payer d'avance. Si tu Mhm. payes un an d'avance, c'est moins cher. Si tu payes 3 ans d'avance, c'est encore moins cher. Mais c'est trop bien. Il faut Trop bien. faire ça. Bah, c'est pour ça que j'en Après, parle. faut pas que tes besoins. Enfin, si tes besoins évoluent sur les 3 ans, c'est un peu embêtant, hein.
Alors attends, il y a une troisième option. Ah. Parce que je ne sais pas si tu le savais avant de poser la question et Non, tu m'as tendu non, une non, pas perche du ou tout. pas, mais tu as des instances réservées convertibles Ah, et des instances réservées rigides. ok. Donc les instances réservées convertibles, en fait, tu peux les upgrader si jamais tes besoins évoluent. Et tu as les instances réservées non convertibles qui, elles, sont figées sur les 3 ans. Donc si tu sais que tu vas avoir des besoins stables, le moins cher que tu peux avoir avec les instances réservées, c'est sur 3 ans, tout payé d'avance, non convertible. Donc ça va te faire une belle facture à payer d'un coup, mais par contre, tu peux avoir jusqu'à 72% de remise sur le prix Oui, on bon, demand. c'est peut-être intéressant à ce moment-là, peut-être poser la question, ouais. Quand tu fais le calcul sur la durée, En c'est plus, ouais. intéressant. Du coup, AWS, faut quand même que tu réfléchisses un peu à ce que tu vas faire avant pour. Enfin, si tu es un peu malin dans ta manière de construire ton architecture sur le cloud, tu peux faire des belles économies au final. C'est ça, il faut planifier un peu les choses à l'avance, il faut faire un peu d'architecture, parce que ça peut vite devenir le fouillis, hein. Ouais. Tu peux vite créer plein de ressources, oublier que tu les avais créées, après tu Et vois plus. security group dans tous les Par sens. exemple, c'est vrai que les security groups, ça, c'est comme les lapins, tu vois, t'en laisses deux dans une cage et puis après t'en as 14. T'as rien vu, t'en as 14. Et bon après, plein de security groups, c'est pas grave parce que tu ne payes pas pour les security groups. Ok. Mais C'est juste le fouillis. je connais quelqu'un qui avait créé une instance C2 en Virginie du Nord Mhm. avant de commencer ensuite à bosser sur Francfort. Et cette personne s'est retrouvée un jour à se dire, tiens, mais c'est quoi sur ma facture là? Et Est-ce que c'est cette instance-là, Jean-Noël? peut-être bien, Est-ce que c'est pour ça qu'elle est retirée? peut-être bien. Et du coup, c'est peut-être pour ça que tu vois des choses qui restent en Ok. Virginie du Nord. Mais après, voilà, c'était pendant la période où c'était gratuit, donc en fait, Oui. c'était pas gênant. Mais voilà, faut savoir que tu as vite fait d'allouer plein de ressources, de les oublier. Du coup, si tu gardes pas un œil sur ta facture, ça peut Oui, il vite faut coûter rester cher. vigilant. Mais bon, comme partout, hein. Faut que tu Mais restes maître de tes coups. on fera un stream sur la facturation et, Ensuite, il y a et plein d'outils en l'analyse. plus, ça, il me semble. Ouais. Tu peux faire des graphiques, tu peux analyser tes usages, c'est vraiment pas mal. Et il faut vraiment garder un œil parce que si tu fais pas gaffe, au début c'est pas cher, et puis ça Comme tout, s'accumule, hein. et à la fin ça chiffre vite, hein. Parce qu'Amazon c'est un cloud qui est super, mais c'est pas le moins cher des clouds, hein. Si tu l'utilises bien, c'est un qui est très économique, Mhm. mais comme ça en tarif brut, c'est pas le moins cher, clairement. Donc on a vu les instances réservées. Il y a une autre façon, deux autres façons d'acheter de l'instance EC2. Tu peux utiliser ce que l'on appelle des saving plans. Un saving plans, c'est aussi un engagement de ta part, mais c'est plus un engagement sur une machine ou un paiement d'avance ou quoi. C'est un engagement budgétaire. Tu vas dire, ok, Mhm. je m'engage à claquer 300 € par mois en ressources de calcul AWS. Ok. Et du coup, ils vont te permettre d'avoir plus pour ce prix-là que ce que tu aurais normalement si tu n'avais pas de saving plan. Ok. Donc les discounts, ils sont un peu moins intéressants que ce que tu peux avoir avec de l'instance réservée si tu vas vraiment au fond de l'instance réservée. Mhm. Mais par contre, les saving plans, c'est beaucoup plus flexible. Parce que tu peux changer la configuration de la machine, parce que tu peux changer le budget à la hausse, Ouais, parce tant que tu que dépasses pas le montant, en fait. c'est ça. En fait, comme ton engagement il est budgétaire, ben, tu es souple sur tout le reste et tu peux t'adapter. Surtout que les saving plans, ils peuvent aussi s'adapter à lambda. Ça veut dire que tu peux avoir sur le même budget un discount et sur EC2 et sur lambda, Ok, ouais. sur ce qu'ils appellent le compute, tu vois, au sens Mhm. large. Donc tu as des saving plans purs EC2 et tu as des saving plans plus polyvalents qui tiennent aussi compte des dépenses sur lambda. C'est bien ça. C'est ce que nous avons actuellement chez Capcode. D'accord. On a des Euh, EC2, nous? on Non. a des EC2, oui, tout à fait. Et oui, parce que c'est l'objet du stream. De nos jours, le serverless, c'est top, mais tu ne peux pas tout faire en serverless. Genre Ok. héberger un WordPress, héberger un serveur Counter-Strike,
C'est des choses que tu ne peux pas faire en Ouais. serverless. Ah, mais je viens de penser que pour notre prochain serveur Minecraft, on passera peut-être par ça en vrai, hein. Vu que la C'est première année est gratuite. En plus, alors tu as la première année gratuite, et puis comme dit, le serveur Minecraft, tu peux l'éteindre Mm. quand t'as pas prévu de jouer, puis tu organises une soirée avec des amis, tu le démarres, tu joues, tu l'arrêtes quand vous avez fini, Bah et ouais. tu ne payes pas dans l'intervalle. Et ça t'aura coûté moins cher que ton BK livré par Uber Eats le jour-là. Étant donné que tout. Enfin, faudrait déjà que tout arrive. Il faudra déjà que tout soit livré, ouais. Ouais. La dernière façon d'acheter une instance EC2, c'est la façon la plus extrême, on va dire, mais aussi potentiellement la moins chère. C'est ce que l'on appelle les instances spot. Ouais. Tu vois, avec les instances à la demande, les gens allouent des VM, et puis quand ils en ont plus besoin, ils les jettent. Donc Mhm. Amazon, il se retrouve avec des VM sur les bras, C'est du ils recyclage de savent pas VM. quoi en faire. Et c'est Oh exactement là ça. là. C'est du recyclage de VM que tu achètes comme à la télé, avec des enchères. Ah. Donc tu vas dire, voilà, tu peux créer une requête, tu peux dire moi je voudrais, et là, tu vas dire bah, je voudrais une Amazon Linux avec des clés comme ça, etc. Et tu vas dire je voudrais, je sais pas, 4 instances connectées sur ce réseau, etc. Et de ce type-là, tu vas dire donc je voudrais Il dirait le 2 marché sur Steam, vCPU, quoi. 8 Go de RAM, enfin entre 2 et 4 CPU, entre 8 et 16 Go de RAM. Tu peux choisir d'autres attributs si tu veux, le stockage, etc. Et puis, tu vas dire à AWS, vas-y, qu'est-ce que tu as? Et tu peux dire, je veux la moins chère. Et donc, tu places comme une enchère, Mhm. mais c'est une enchère inversée. C'est-à-dire que toi, tu vas dire, bon, bah, moi, je suis prêt à payer 14 centimes de l'heure. Si personne n'est prêt à payer moins, la VM, elle est pour toi. Ok. Et dès que il y a quelqu'un qui débarque et qui dit, bah, moi, je suis OK pour payer 12 centimes de l'heure, tu as 2 minutes pour sauvegarder tout ton boulot, et l'instance, elle t'est retirée, elle dégage. Ah ouais. Et c'est l'autre qui la reçoit. Ah oui, ok. Mais regarde les cas d'usage. Si tu as du traitement batch que tu Mhm. peux arrêter, reprendre de façon intermittente, ça, les spots instances, c'est ce que tu peux faire de moins cher sur de la VM. Du Donc en fait, coup, tu vas le faire s'allumer, déjà que quand ça te coûtera le prix que tu as voulu. exactement, Et en plus, forcément le moins cher possible, quoi. le moins cher possible. Et puis tant que ça tourne, ça tourne. Quand ça tourne plus, ça tourne plus. Et tu peux faire par exemple des travaux de fond, genre du machine learning, des choses comme ça, qui coûtent assez cher. Ben, du coup, là, tu peux exploiter la surcapacité d'AWS pour avoir le meilleur prix. Donc, tu as un peu de gestion, mais du coup, le prix vaut le coup. Ouais. Et dans la vraie vie, en fait, quand tu vas configurer tout un ensemble d'instances EC2 derrière un load balancer pour être élastique et t'adapter à la demande, ce que tu vas avoir, la bonne stratégie, ce ne sera pas d'avoir que de l'instance réservée, que de l'instance à la demande. Ce sera un mix de tout ça. Mhm. Tu vois, tu auras peut-être en permanence 2 instances réservées sur 3 ans. Par-dessus, tu auras 2 instances à la demande que tu gardes sous le coude dès que tu démarres si tu as Mhm. un pic. Et puis par-dessus, de l'instance spot pour, voilà, si jamais tu as la possibilité d'avoir plus, ben, tu l'achètes. Tu vois, la bonne solution, la plus économique et la plus souple, ça va être un combo de Bah toutes oui. ces options d'achat. Faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc c'est assez déroutant, hein, toutes ces façons différentes de consommer, d'acheter de la puissance de calcul. Après, voilà, tu peux commencer simple, tu commences par une VM à la demande, tu testes, tu vois que c'est bien. Tu prends une application que tu as en local, tu la transfères dans le cloud, tu la fais fonctionner et tu essayes ensuite d'optimiser ton infra. Et puis après, quand ça marche bien et que tu es content de l'infra, tu commences à dire, eh mais ça commence à coûter des sous là. Mm. Et là, du coup, tu te penches sur la facturation et tu optimises tout ça jusqu'à avoir un truc vraiment, vraiment optimisé. Voilà, donc ça c'était pour notre partie billing. Alors je vais regarder quels étaient les autres sujets dont on pouvait parler sur EC2. Ah oui, un truc sympa.
Tant qu'on est connecté dans notre VM ici, est-ce que tu peux me dire si c'est assez grand à l'écran, le petit là? Laisse-moi mettre le stream sur une taille normale. Vu que je l'ai vu modo. Je pense que tu peux mettre en plein écran. Ah, mais en plein écran, on verra peut-être pas tout. J'ai fait plus grand, regarde. Ça Ah, je devrait pense être que mieux. comme ça, c'est bien, oui. Juste attendre que ça arrive chez nous. Ouais, là, on voit. Ok, je vais T'arrives faire peut-être éventuellement à nous décaler en haut à droite? un nous décalé en haut à Ouais. droite. Ouais, bouge pas. Non, Non, ça mauvais. c'est pas nous. Voilà, hop, Voilà, comme ça, nous on est avons sur une bougé. partie où il y a généralement pas trop de texte. C'est parfait. Donc, dans la VM ici, de temps en temps, bah, tu te souviens, la machine, elle est dynamique. Donc, elle a reçu une adresse IP dynamiquement. Et si tu regardes son nom, ici, c'est un nom interne. C'est un nom dynamique interne. Mhm. Donc, elle porte son IP interne, .ec2.internal. Et bah, ça, c'est pas un nom qui est parlant pour toi, c'est pas un nom qui est sympa dans ton architecture, quoi. Ouais. Donc, tu vas vouloir souvent changer le nom de cette machine. Donc, il y a un outil qui tourne dans chaque VM qui est géré par AWS Mhm. qui s'appelle Instance Metadata. Ah oui, tu avais dit qu'on en parlerait après, c'est le fameux moment. Voilà. L'instance Metadata, ça te permet via une URL que tu peux accéder donc avec une commande. Alors je ne sais pas si on dit curl ou curl. Moi, je dis curl. Donc avec une commande curl, tu peux appeler une URL qui te permet de récupérer dynamiquement des paramètres. Cette URL, c'est la même sur toutes les machines, 169.254, 169.254, Mhm. slash latest parce que tu as plusieurs versions Ouais, de tes métadatas. de cette metadata, et puis tu mets slash metadata. Quand tu appelles ça, ça te donne la liste de toutes les métadonnées de ta machine. Donc tu peux savoir sur quelle image elle a été démarrée, tu peux lister tous Hmm. les disques durs qui sont connectés, tu peux voir son nom interne, son nom public, son type, son cycle de vie, son nom local, son adresse IP locale, son nom public, son adresse IP publique, etc. Ok, ouais, c'est pas mal. Donc tu te souviens, ma J'imagine que tu machine, fais juste slash ce qu'on t'a proposé là en fait. exactement. Ok. Là, tu vois, ma machine, elle s'appelle IP 172, Ouais. etc. 1.ec2.internal. Si je veux lui donner son nom public, eh bien, je vais appeler la même commande que tout à l'heure, mais en rajoutant derrière slash public hostname, Ok. et ça me renvoie la valeur. La valeur, elle est là. Ok, d'accord. Qui est effectivement peut-être un peu plus. Ouais, c'est pas spécialement plus parlant, je trouve, mais bon. Bah, c'est pas plus parlant, mais c'est son vrai nom public. Ok. Et si ta machine, c'est un web server, il faut qu'elle connaisse son nom public. Donc la Oui. commande hostname que j'ai tapée, il faut qu'elle réponde sur le Amazon AWS.com et pas ec2.internal. Ah, donc faut que tu le changes. Donc il Ouais, faut que je le ok. change. Et ça, je peux le changer en faisant un hostname de ça. Ah, il faut Ah, être root. incroyable. Voilà. Et donc, le fait que ce soit basé sur une URL que tu peux appeler avec la commande curl, c'est en fait super flexible parce que tu peux récupérer n'importe quelle valeur qui t'intéresse et tu peux l'intégrer à l'intérieur de scripts pour paramétrer ta machine. Donc, instance metadata, les options qu'on avait tout à l'heure à la création de la VM, c'était tout simplement pour dire tu veux l'activer ou pas l'activer, et puis quelle version tu veux activer. Ok. Ça, c'est la version 1, donc elle est accessible en permanence. La version 2, elle est un peu plus sécurisée, il faut un token. Il faut D'accord. passer une sorte d'API key pour pouvoir y accéder. Donc voilà, ça c'était pour la partie instance metadata qu'on avait survolée et sur laquelle on n'était pas passé. Il y a encore deux petits sujets dont on peut parler. Il y a une thématique qu'on n'avait pas vue tout à l'heure, enfin, sur laquelle on est passé rapidement. Je vais juste regarder si j'ai... Ah voilà. Ici, tu as une rubrique qui s'appelle groupe de placement. Mhm. Ces groupes de placement, c'est quoi?
Ça va te permettre de gérer, quand tu as plusieurs VM, comment est-ce que tu veux qu'elles soient réparties sur tes serveurs. Exemple, on va reprendre un petit schéma que j'avais utilisé par ailleurs. Voilà, et on va s'en servir comme base pour de nouvelles explications. Voilà, imaginons ici que nous avons des VM. Là, on a 4 VM qui tournent. Le cadre bleu, c'est un serveur. D'accord, c'est un serveur. Et le cadre global, le cadre blanc, c'est le rack dans le data center AWS. Ok, ouais. D'accord. Du coup, ce serveur-là, il héberge des VM. Si le serveur tombe en panne, Mhm. mes VM, elles tombent tout en panne en même temps. Donc, c'est mieux d'avoir des VM dispatchés dans plusieurs Ouais. racks. Voire, c'est encore mieux d'avoir des VM dispatchés Sur plusieurs dans racks. plusieurs racks de plusieurs data centers. Mhm. D'accord? Comme ça, tu vas ventiler tes VM sur plein d'endroits physiques différents et en cas de panne, bah, tu as toujours des VM qui tournent. Ça, c'est ce que tu veux faire quand tu veux de la haute disponibilité. Des Ouais. fois, tu veux pas ça. Si tu veux monter un gros cluster de calcul pour faire de la simulation de mouvements de fluide et des choses comme ça, Ouais. tu vas devoir allouer une ferme de serveurs, mais qui vont devoir s'échanger une quantité super importante de données. Et donc, ce que tu vas faire, c'est vouloir les regrouper, justement. Au contraire, tu ne voudras pas Hmm. les ventiler dans plein de Tu veux racks, que ce dans soit le plein de plus data proche centers. possible. Exactement. Limite, tu veux qu'ils soient tous sur le même data center Mhm. et même carrément Sur le même dans le serveur. même Ouais. rack. Carrément dans le même rack parce que derrière, tu as des switches réseau, tu as des équipements qui sont justement là pour connecter les trucs l'un à l'autre. D'accord. Donc tu n'as aucune latence en Ouais. fait. Donc ça te permet d'avoir des meilleures performances quand les machines doivent s'échanger des données entre elles. Et donc, ce que l'on a vu dans la console, là, les groupes de placement, c'est ça le principe en fait. Tu vas pouvoir créer des partition placement group, donc tu vas Mhm. pouvoir faire des groupes de VM par exemple par rack. Tu Mhm. vas pouvoir faire des cluster placement group où tu vas regrouper au contraire toutes tes VM Mhm. sur les mêmes racks. Et tu as le spread placement group où tu vas dispatcher tes VM le plus possible. Donc tu as le mode normal, le mode le plus groupé possible et le mode le plus éclaté possible. C'est ça. Ok. Et le mode partition, il est particulièrement bien adapté euh, quand tu fais, tu sais, du big data avec des données partitionnées. Mhm. Un peu comme dans DynamoDB, tu vas avoir sur le même paquet de serveurs un type de données, sur un autre paquet de serveurs un autre type de Ok. données, et comme ça tu regroupes ce qui va ensemble, toujours pour des raisons de performance. Donc les groupes de placement, euh, c'est rare d'en avoir besoin. Par contre, je trouve que ça illustre bien le niveau de détail que tu as Ouais. et jusqu'où tu peux aller dans la configuration de tes ressources. Et il y a des sujets dont on n'a pas parlé beaucoup, par exemple les cartes réseau. Ton serveur, évidemment, il vient avec une carte réseau, Mhm. mais ce sont des cartes réseau qui sont dynamiques. C'est-à-dire que là, ma carte réseau, elle a une adresse IP. Je peux la débrancher de ma VM, la brancher sur une autre VM, j'aurai interverti les deux, l'IP ne va pas changer. Ok. Oui, parce que tu as la même carte réseau, ça. C'est ça, en fait c'est la même carte réseau. C'est comme si tu as, ton PC là qui est branché, Mhm. tu sors la carte réseau, tu la branches chez moi sans débrancher la prise réseau, et je deviens toi. J'ai ton IP, j'ai Ce qui ton est adresse compliqué à MAC. faire comme ça, hein. De quoi? Ce qui est compliqué à faire comme ça. Sur un ordi portable, c'est compliqué. Ça, c'est pas mal, hein. Et c'est là que tu vois que tout est virtuel et tout est flexible en fait. Donc et si tu essaies de visualiser un peu à quoi ça ressemble un serveur dans le data center AWS qui fait tourner de l'EC2, en fait, t'as pas de stockage, t'as pas de disque dur dans le serveur, Mhm. tu as une carte mère, un CPU, de la mémoire, et puis de l'électronique pour l'IO, réseau et de l'IO stockage. Derrière, après, tout est dispatché. Les volumes que l'on a là, c'est pas des disques VMware qui sont sur, enfin comme des Ouais, genre disques ils ont VMware qui limite un sont data sur le center avec stockage. tous les disques. Voilà. Et Tu as des serveurs avec que les cartes mères et les CPU, et tu as des serveurs avec que ouais, les c'est bon, en fait, disques. ta VM, elle est un peu dispatchée à droite à gauche. Enfin, les composants sont dispatchés. C'est ça.
Et ces volumes-là, ils viennent d'un serveur de stockage fait exprès, qui est triplement redondé sur 3 machines différentes dans 3 data centers différents. Donc ta VM, elle a déjà du stockage redondant et tout, quoi, de base. Et là aussi, ces volumes, ils sont complètement dynamiques. Tu peux les débrancher d'une VM, le Mhm. volume il descend, tu peux les connecter à une autre VM, le volume il monte. Et du coup, pareil, tu peux prendre des données, les débrancher d'un serveur, les brancher sur un autre, etc. Et tu as même des file systems partagés où 2 VM peuvent écrire en même temps dessus. Ah Pour oui. se partager des trucs, tu fais de la lecture-écriture en parallèle de Ça, façon t'en as synchronisée. parlé au premier stream, je crois. Ouais. Ça me dit un C'est truc. le Ouais, EFS, ouais, ok. Elastic File System. Là, c'est le EBS, le Elastic Block Store. Le Block Store, c'est en fait le stockage par bloc, c'est le stockage type disque Hmm, dur qu'il y a dans ton ordinateur. ok. Voilà. Et le dernier sujet dont je voulais parler, si je retrouve mes petites notes. Ah oui, c'est un outil qui est un petit peu à part et qui peut être intéressant parce que tout à l'heure tu disais, ouais, mais il faut quand même bien savoir anticiper ce que l'on va faire avec Hmm, les machines pour pouvoir les dimensionner correctement. Et effectivement, des fois tu sais pas trop. Donc il y a un outil qui s'appelle le Compute Optimizer. Et bonjour à Saofall qui nous dit que le concept est sympa. Ah oui, Et c'est sa première fois parmi nous, donc eh bien bienvenue. J'espère si que jamais nous on stream toutes les 2 semaines, et la semaine prochaine ce sera un stream plus axé développement, présenté par 2 autres collègues à nous. Donc c'est tous les jeudis normalement. Donc jeudi prochain tu peux venir, ce sera du dev, et jeudi dans 2 semaines c'est de nouveau nous. c'est de nouveau nous pour un autre sujet sur AWS. Sujet surprise qui sera révélé la semaine prochaine. Soit ça, soit on tranche, soit on décide. Et on l'annonce tout de suite. Non, 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 t'as déjà une idée? Ouais, Ok, j'ai bon, même 2 idées. bon, on peut trancher ce soir si tu veux. Donc le Compute Optimizer, c'est une sorte d'assistant qui va regarder un petit peu toutes tes ressources C2 Mhm. et qui va te dire là c'est trop configuré, là t'as pas assez, là c'est trop comme ci, là c'est trop comme ça. Et il va te faire des recommandations, il va te faire des préconisations. Les préconisations qu'il va te faire, après tu les suis pas, c'est gratuit, c'est juste un conseil. Ok. Et en fait, il y a beaucoup d'outils comme ça dans AWS où tu payes pas pour l'outil en lui-même, Mhm. tu ne payes que pour les ressources que tu Consomme, crées ouais. ou que tu fais avec l'outil. Donc là, c'est vraiment du conseil pour optimiser ta facture. Et, euh, Ça vole des jobs cet outil, je pense. voilà, donc tu peux lancer des analyses. Ça fait un peu de machine learning pour voir un Mhm. petit peu. Tu vois, ils disent, tu peux utiliser jusqu'à 14 jours d'historique pour voir un petit peu comment ça s'est passé, etc. Et puis ensuite, ça te fait des précaux en te disant, voilà, là, tu as des ressources qui travaillent un peu trop. Ce serait bien si tu rajoutais une VM pour que ce soit pour que tu baisses ta consommation CPU en fait. Ouais. Et donc ça surveille les ressources et ça te fait des remarques. Alors tout ça, c'est bien sympa, mais c'est très rigide, hein. C'est-à-dire que là, tu démarres des VM, ok, c'est cool. Ouais. Mais quand tu veux faire un cluster, par exemple le web server qu'on héberge là, si tu en veux 2 pour avoir de la haute disponibilité, alors ok, on met un load balancer devant. Pour retrouver l'architecture dont on avait, il me semble qu'on l'avait déjà vu cette archi quand on avait fait notre tout premier schéma. Oh là, ça je saurais plus te dire Jean-Noël depuis le temps. Attends, je vais le retrouver. C'était l'architecture globale, voilà. Ah oui, ce beau schéma, je me souviens maintenant. Oui, ça, Voilà, où il est on bien avait celui-là. parlé des outils qui Oui. te protègent contre le denial of service. Ensuite, il y avait CloudFront pour la gestion de Mhm. contenu, le load balancer qui doit toujours être en frontal, et puis derrière, tu as EC2 avec tes machines On devrait virtuelles. l'imprimer au bureau celui-là en vrai. De quoi? On devrait l'imprimer quelque part dans le bureau, il rend bien, je trouve. Ouais, pas de problème. Et donc, tes machines virtuelles, elles sont là, d'accord? Tu les mets derrière ton load balancer. Donc, des machines virtuelles, tu peux en avoir 2, 3, 4 qui font tourner la même Mhm. application. Tes gens, quand ils arrivent, le load balancer les aiguille sur une des machines. Et de là, je ne sais pas si c'est une boutique en ligne, par exemple, ils vont commander leur clé USB, leur matos. Donc, à partir du moment où
Les gens sont associés à une machine, ils vont toujours dessus. Mhm. Si elle tombe en panne, ils sont redirigés sur une autre. Ouais. Si tu as mal géré, ils auront perdu leur panier. Si tu as bien géré, ils vont garder leur panier. Mais en tout cas, la coupure, elle est vraiment très intermittente, quoi. Ok. C'est très faible. Le truc, c'est que tu es en haute disponibilité, mais tu n'es pas élastique. Oui, si t'as une montée de charge, Si ça tu fait as, pour dégénérer. voilà, si tu as une montée de charge, tu n'as toujours que 2 VM. Mhm. Donc, ces machines virtuelles ici, tu peux les intégrer dans ce que l'on appelle un groupe. Alors, en français, c'est un peu barbare, c'est un groupe de mise à l'échelle automatique. De toute façon, du nom français de l'ELB qui était mal traduit pendant un moment. C'est difficile d'éviter les anglicismes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'anglicismes quand tu bosses dans l'écosystème AWS. Mais c'est vrai que traduire Autoscaling Group, c'est pas simple. Ouais, puis enfin, scaling, ça c'est quand même un mot qui. Un groupe scalable automatique, oui. Voilà, scalable qui est un mot tout sauf français, on est d'accord. Si, c'est mathématique, je crois, scalable. C'est vrai? Je crois, hein. C'est pas scalaire? Ah, peut-être. Ah, peut-être. Attendez, je vais vérifier. Allez, Wikipédia, c'est parti. Donc un auto-scaling Putain, group, ça qu'est-ce c'est pas que du tout c'est? français. T'as raison. Un auto-scaling group, c'est une configuration en fait dans laquelle tu vas dire à Amazon combien de machines virtuelles tu veux. Et donc, tiens, on va en créer un. Dans ce groupe-là, tu as besoin d'un modèle. Donc, Ouais. tu vois, tout ce qu'on a configuré pour créer la VM tout à l'heure, tu vas l'enregistrer dans un modèle qui Mhm. s'appelle un launch template et qui permet à Amazon de recréer n fois la même VM avec les mêmes options. Et donc, ce launch template, ensuite, il va être utilisé. Ah, il faut en sélectionner un, j'en ai pas, c'est dommage. On le fera. Mais launch configuration, tu peux pas. Ah, mais tu peux pas en créer un vite fait? Si tu peux le faire rapidement. Donc on va se créer une config pour refaire un web server. Donc on va prendre notre On l'avait appelé comme ça. image avec web server. C'est Mhm. notre image qu'on Ouais. s'est créée tout à l'heure. Type d'instance, on va reprendre notre t3.small. Micro, on avait. Bon, on va prendre une micro. Allez, hop. Et puis je pense que ça suffit. Voilà, le volume il le reprend. Autoscaling group, on va lui dire tu prends un qui existe et qu'on a déjà. Tu prends celui-là, c'est celui qu'on a créé tout à l'heure. Les clés, tu lui dis tu prends une existante et tu prends celle qu'on a créée. Et on est bon. On a créé notre launch config. Donc on peut retourner dans la partie autoscaling group. Ici, il faut rafraîchir la liste. Et j'ai ma config web server. Voilà. Donc le réseau dans lequel on veut mettre ces VM, tu peux choisir les sous-réseaux, c'est lui qui dispatche automatiquement. Comme ça, tes VM, elles ne sont pas dans les mêmes data centers. Mhm. Et si tu as une panne, ben, même si tu as tout un data center qui a une panne d'électricité, par exemple, ben, tu as toujours des VM dans d'autres data centers qui utilisent des sources d'énergie différentes. Parce que chaque data center va avoir des connexions électriques redondantes et différentes. Ok. On va mettre un truc par défaut. Voilà. Là, on pourrait dire que toute VM qui est dans ce groupe va automatiquement s'enregistrer dans un load Ça balancer. c'est bien vu que c'est bonne pratique, c'est Voilà. pas à le faire à chaque fois. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Donc la Mhm. VM, elle va démarrer et elle va dire ah tiens, il y a un load balancer là-bas. Je vais Mhm. lui dire que j'existe et automatiquement, elle s'enregistre et commence à lui envoyer des requêtes. Tu peux mettre en place des health checks pour qu'il vérifie Que tout est bien que démarré. tout le monde est bien démarré. Et ensuite, on va pouvoir lui dire que faire si le nombre d'instances dans le groupe change. Mhm. Donc là, on peut dire que pour avoir de la redondance, on veut par exemple 2 Mhm. VM en parallèle en général. Ouais. Ensuite, on va donner une capacité minimum. Ça veut Bah, dire que... on peut dire que le minimum c'est 2, c'est ça? Alors, tu pourrais dire que le minimum, c'est 2. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu atteins la capacité minimum? Il va instantanément t'en démarrer une en remplacement. Donc en fait, donc on en aurait 3 en fait, du coup, si on mettait ça. Alors non, en Non. fait, il essaie toujours de te maintenir à la capacité désirée. Ok. D'accord? C'est là où tu veux être en permanence en nombre d'instances. Donc imaginons qu'ici on met 4. Mhm. T'en perds une, tu restes à 3.
Ok, 3 c'est en dessous de ta capacité désirée, donc il va te redémarrer une VM. ok. Ok. Ensuite, imaginons que tu les perds toutes, tu descends la capacité minimum, Mhm. donc automatiquement, il enquille et il t'en redémarre autant qu'il faut. D'accord. D'accord. Ah, Donc ok. la capacité désirée, tant que tu n'atteins pas le minimum, il peut y avoir une espèce de latence, il ne va pas tout Mhm. de suite forcément tout te Ah, il peut y avoir redémarrer. quelques secondes, minutes de battement avant que ça revienne à Voilà, l'état disons que désiré. l'autoscaling, il se laisse un peu de souplesse, et puis il y Ouais. a de la latence aussi, parce qu'une VM, tu as vu, ça boot en quelques secondes. Mais si c'est une grosse machine sous Windows avec plein de trucs qui Ah ouais, démarrent au démarrage, ça peut mettre 1, 2, 3 minutes ok. à démarrer. Donc il y a toujours une latence, hein. La mise à l'échelle automatique, c'est pas non plus un truc instantané. Et donc la capacité minimum, c'est ce en dessous de quoi tu veux pas descendre, et la capacité max, bah, c'est pour limiter ta facture, Oui, parce que parce que sinon ça part, puis tu peux te retrouver avec 80 instances, hein, oui, ça peut être un peu et problématique. la facture, elle éclate. Donc à partir du moment où tu as défini ça, tu peux faire en sorte que automatiquement, quand tu démarres des VM, tu les mets dedans et il te les maintient dans ce groupe-là, dans ce Mhm. pool-là. Donc si tu en as qui tombent en panne, il te les redémarre automatiquement. Ça, c'est bien. Et tu peux faire en sorte que cette mise à l'échelle, elle soit manuelle. Toi, tu peux Mhm. dire, ben, tiens, bah, finalement, je vais lancer un code promo là. Mhm. Du coup, il va y avoir plein de gens qui vont se connecter. Du coup, il faut que Donc, j'anticipe un peu. j'anticipe un peu. 1 heure avant, tu dis, allez, manuellement, j'en veux plus 4, j'en veux 8. Tu peux aussi le faire de façon planifiée, parce que tu sais qu'au mois de décembre, si tu as une boutique en ligne, bah, tu vas C'est vendre plus qu'au vrai. mois Puis d'août. t'anticipes les soldes. Exactement. Donc tu peux définir les périodes où la mise à l'échelle augmente. Je connais des boîtes qui en auraient besoin. Et ensuite, tu as un mode automatique où c'est du machine learning en fait qui analyse l'activité passée pour prévoir quand est-ce qu'il faut augmenter la capacité. Et tu as un Ah, dernier c'est mode, bien ça. c'est pas mal, tu as un dernier mode qui est le mode réactif où tu as le système de monitoring qui s'appelle CloudWatch qui Mhm. surveille tout. Lui, il va voir que ta consommation CPU, elle dépasse un certain seuil. Et à ce moment-là, hop, il bascule Voilà. et. Donc il prend ta consommation de CPU moyenne dans le groupe, il voit que tu dépasses 70%, il va démarrer 1, 2 instances. Et je pense que, comme dit, plus tu planifies à l'avance, moins c'est cher. Non, Non? non, C'est pareil, ok. non, c'est pareil. Parce que ce que va te démarrer ton auto-scaling group, c'est des instances on-demand Mhm. ou des réservées en fonction de ce que tu as Oui, acheté. ok. Tu peux lui demander de te démarrer des instances spot s'il y en a disponibles. Ah, oui. Il saura puiser dans l'option la moins chère si tu l'as activée. Ok. Et donc, si ta conso, elle passe les 70%, il va continuer de rajouter des machines jusqu'à ce que soit tu atteignes le max, Mhm. soit ta consommation CPU, elle baisse jusqu'à ta charge moyenne. Ok. Et à l'inverse, si tu passes sous les 30% de consommation CPU, il va enlever des machines jusqu'à ce que tu arrives à ta charge moyenne. Ok. Et donc, tu as une infrastructure avec des VM qui s'ajoutent et qui s'enlèvent à la demande. Les gens sont automatiquement envoyés dessus grâce au load balancer qui connaît les machines qui démarrent et qui sait quelles machines ne sont plus là. Ton application, elle est disponible 24 heures sur 24. Elle s'adapte à la demande des clients. Et maintenant, tu sais pourquoi ce service il s'appelle EC2, parce qu'il est élastique. Elastic Compute Cloud. Ah. Et ah, ok, le 2 c'est pour les 2C. Ok. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle pas VM ou que c'est un nom bateau. C'est parce que ça reste effectivement de la VM, mais il y a toute l'automatisation qu'il faut pour que ce soit hautement disponible, sécurisé, que ça s'adapte à la demande automatiquement. Ouais. Les Et ça, c'est propriétés intéressantes du cloud au final. voilà, c'est pour ça que le cloud est intéressant. Et la boutique Amazon.com elle-même, alors maintenant elle tend à fond vers le serverless, hein, mais pendant des années, elle s'est très intensivement basée là-dessus. Ok. Voilà, je pense que c'est une belle conclusion de Ouais. revenir au point de départ qui est le nom du service. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est. On pourrait faire ça à chaque stream journal. Moi j'aime bien l'idée d'avoir un peu l'historique du nom derrière. C'est bien pour finir. C'est une belle conclusion. Ok, bah écoute, on tâchera de faire ça. Alors il y a quand même des noms avec lesquels on va être un petit peu embêté, hein, Ouais. parce qu'il y a des noms qui sont bien obscurs quand même dans certains services. Je pense que le plus simple c'est Route 53.
Bah, le plus Moi, je l'ai simple, le compris celui-là. 0,53, effectivement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Alors, est-ce qu'on essaie de définir tout de suite le sujet de la Alors, prochaine session? si j'essaie de deviner, le plus logique, ça serait de faire ECS après, je trouve. Mais je sais pas si c'est ce que t'as prévu. Alors, ECS, pourquoi pas, mais c'est pas le service que je maîtrise le mieux. Ok, moi Donc, non plus, hein. j'aurais peut-être besoin de Marvin ou Laurent sur ce Ok, ouais. service-là. Donc, on pourrait faire un stream croisé comme ça. Sinon, un sujet où je suis plus autonome, ça pourrait être bah, le load balancer. Oui, ça peut être un sujet intéressant. Ça pourrait faire une belle suite à EC2. Ouais, clairement. Sinon, il y a un service qu'on a abordé mais sur lequel on n'a pas beaucoup insisté, c'est DynamoDB. Je pense que ça fait plus sens ELB, puis DynamoDB. Ok. Eh ben c'est validé. Et bah, On fera le load dans deux balancer. semaines, c'est l'ELB. Ça va créer du security group. Ah non. On ne va pas laisser Laurent sur le CS, non. Ce sera sur ton compte perso, alors. On fera ça, ça marche. Bon, ben, Eh ben merci on beaucoup, vous souhaite la bonne merci. soirée et Merci à tous. à dans 2 semaines. À dans 2 semaines, à très bientôt. Bye Ciao, bye. ciao tout le monde.